un sujet, un enjeu à travailler sur ces batteries en double flux, quoi, un coup en recharge, un coup en soutien au réseau. Quoi qu'on pense sur le développement des énergies renouvelables intermittentes, de toute façon ce développement il est déjà là en partie, et puis même si c'est pas que en France, ce développement il va se faire partout. Donc cette gestion de l'intermittence, elle va poser des problèmes partout, et la solution d'utilisation de ces stockages peut constituer une solution. Moi j'ai compris, et je suis convaincu maintenant qu'il y a effectivement pour les acteurs concernés à travailler beaucoup sur le sujet. Dans tout ce qu'on a entendu, il y a des choses qui nous satisfont. Alors, ça nous éclaire beaucoup. On n'est pas forcément toujours très content de ce qu'on a entendu. Première chose, moi, il y a quelque chose qui a été frappant, je le redis, c'est la question des ressources disponibles. J'en étais pas à ce point. Oui, on a beaucoup lu d'articles ou d'études plus ou moins justes sur, on avait entendu parler des problèmes de lithium, on sait maintenant que c'est pas si vrai, en tout cas ça ne concerne pas le cas des batteries, mais le cas du cobalt, et on n'a pas parlé, lorsqu'on a parlé du développement de l'hydrogène et des piles à combustible, le platine dans les piles à combustible constitue là aussi un vrai problème. C'est une vraie barrière aussi vis-à-vis du développement des piles à combustible. Donc, comme on est sur des masses énormes de véhicules, donc de batteries ou de piles à combustible ou d'autres choses, c'est vrai que la question des ressources se pose de façon assez crue. La deuxième chose qui a été un peu décevante pour moi, et peut-être aussi pour vous, ça a été de prendre conscience et d'avoir un certain nombre d'exemples pour voir à quel point nos constructeurs, nos énergéticiens, enfin tous nos acteurs, mais également les politiques, avaient loupé le coche, quoi, si je puis dire. Parce que quand on voit le nombre de véhicules électriques produits en Asie, et surtout le nombre de batteries produites en Asie, et qu'on est encore à discuter en Europe de savoir s'il y a de quoi mettre une gigafactory ou etc., etc., on se dit, mais bon sang, il y a vraiment un coup de pied à donner dans la fourmilière pour dire dépêchez-vous de discuter de ce qu'il y a encore à discuter, mais prenez vite des décisions, parce que si la gigafactory n'est décidée que dans un an ou deux, ça sera vraiment trop tard, donc il faut la décider vite, et il faudra la construire vite, et on s'apercevra qu'une ne suffira pas, qu'il en faudra rapidement plusieurs en Europe. Sinon, on n'atteindra jamais le rythme de développement qu'on a vu et toutes les ambitions plus ou moins folles qui sont affichées par les uns et les autres sur le nombre de véhicules à mettre en circulation. Alors évidemment, on peut le regretter, mais on comprend un peu pourquoi nos constructeurs français, au moins les deux grands, n'étaient pas représentés aujourd'hui. L'un des deux devait être là, mais il s'est désisté au dernier moment. C'est vrai que c'est des sujets hypersensibles pour eux, mais on aurait bien aimé en discuter un peu avec eux, au moins pour comprendre leur choix stratégique. Ils ne nous les auraient peut-être pas dit, mais au moins les éléments qui font que le choix d'une stratégie n'est pas si évident que ça. Donc ça, c'est un peu dommage, mais bon, ça fait partie de l'exercice. Alors, on a été beaucoup sur l'électrique,
Et puis, on a quand même évoqué d'autres solutions de, je mets les guillemets, pour résoudre nos problèmes de mobilité. Il est vrai que sur l'hydrogène, certains d'entre nous avaient déjà lu un peu de littérature, dont celle d'Étienne Becker, et on savait que le sujet est assez controversé, puisqu'il y a une forte pression de certains pour développer l'hydrogène, et ça peut se comprendre. Mais encore faut-il mettre sur la table la réalité d'un certain nombre de choses, des coûts, des solutions technologiques, etc. etc. Bon, moi j'ai apprécié cette confrontation entre Étienne Becker et le représentant de la FIPAC. C'était pas un cadeau pour lui, honnêtement, il a été courageux, il s'est défendu. Mais bon, que retenir de ça? Oui, moi, comme bien d'autres, je reste prudent sur l'avenir de la filière à hydrogène. Cela étant, je pense que ce serait une erreur de la mettre complètement de côté. Je pense que il va se faire des choses, il y aura peut-être des piles à combustible, peut-être que l'hydrogène est une solution sur un certain nombre de créneaux. Donc moi personnellement je serais assez prudent au final pour dire non, c'est pas une solution, faut pas mettre d'argent là-dedans, allons tous sur l'hydrogène. Ce matin, il y a eu donc l'exposé sur le GNV et le bio-GNV. Bon, oui, comme ça a été dit, toute la question c'est la répartition entre les deux. Parce que développer une solution gaz GNV en disant bah oui, mais après il y aura beaucoup de bio-GNV, donc les gains sur les émissions de CO2 seront très importants. Oui, bon, mais encore faut-il espérer qu'on puisse arriver, vous avez vu le graphique, c'était en 2030 40% de bio-GNV dans le gaz distribué en France. Bon, faut y croire. Je sais qu'aujourd'hui, regardez dans les charges de service public ce que représente déjà le surcoût de l'achat du biogaz à l'injection. Je ne sais pas encore s'il y a un tarif pour le biogaz transformé en électricité, peut-être. Ouais. Mais il y en a surtout un pour l'injection, et je crois que c'est l'injection dans le réseau qui est vraiment promue. Mais les sommes en jeu sont absolument pas négligeables déjà aujourd'hui. Donc si on vise les 40% de GNV, ça peut nous conduire à des dépenses importantes. Mais surtout, ça a été bien dit, est-ce que le gain en CO2... Ok, il y a des gains sur l'utilisation du GNV, autres que le CO2, en termes de particules, en termes de NOx, ok, je comprends bien. Et nous, à Selon le Climat, on regarde peut-être d'un peu plus près les gains en gaz à effet de serre. Et là, moi, ce que j'ai compris, c'est que à taux de le gain du développement, enfin du passage d'un diesel à un GNV pur, c'est quoi? C'est de l'ordre de 15-20%, ça va pas plus loin. Autrement dit, passer tout un parc de camions au GNV, ça n'a de sens que très transitoirement. Alors est-ce que c'est une dépense à provoquer chez les transporteurs qui doivent changer tout leur parc de tracteurs? Il faut peut-être y regarder à deux fois. En tout cas, 15 à 20% de gains sur les réductions d'émissions de CO2, c'est pas à l'échelle de ce qu'on attend pour sauver le climat. Je rappelle, on était encore il y a peu sur la division par 4 d'ici 2050 des émissions de CO2. Or, c'est le secteur du transport qui est le plus émetteur. Donc celui-là, il faudra le diviser par probablement plus que 4. Maintenant, on parle même de neutralité carbone.
avec un passage au GNV, on n'y est pas du tout. On va être sur les objectifs pendant 5-10 ans, mais ça ira pas plus loin. Et donc passer massivement du GNV au bio-GNV, je le sens pas si bien que ça. Hein. Bon, on sent bien qu'il y a un lobby gazier derrière, soyons clairs. Hein. La dernière intervention de ce matin, finalement, ça a été le moment de fraîcheur. Le moment de fraîcheur parce que on a vu comment un problème nouveau quand même, il faut reconnaître que développer la mobilité électrique, quand on balançait ça sur la table d'un syndicat énergie il y a 5 ans, même avec des têtes bien faites, etc., ça ne devait pas être si simple que ça à aborder. Et là, on a vu qu'en fait, il y a eu une réflexion très très intéressante qui n'est passée à côté de rien, je pense, qui a pris en compte des critères très concrets, très simples, et des solutions très pragmatiques, dans lesquelles, moi j'ai bien aimé, l'orateur a dit, oui, sur les 700 bornes qu'on a installées, il y en a quelques-unes, il y en a 5, on sait déjà qu'on doit les déplacer. Bon, se tromper sur 5 sur 700, moi, ça va, je signe tout de suite. Hein. Donc, voilà, une séquence où on a vu de l'intelligence, de la bonne intelligence. Hein. Il y avait de la réflexion, il y a eu une réflexion stratégique, il y a eu des choix politiques, et arriver à quelque chose qui fonctionne, dont les résultats se mesurent, ça, moi, j'ai trouvé ça, encore une fois, très intéressant. Ça montre que sur des problèmes comme ça, quand on implique les territoires, mais sur des vrais sujets qui dépendent vraiment d'eux, hein, il y a des fois, je trouve que l'implication des collectivités territoriales, c'est une formule un peu galvaudée, parce qu'on voudrait que ces collectivités deviennent demain, fassent tout à la place de l'État. Bon, là, sur une problématique qui est vraiment locale, de l'intelligence dans le système, du pragmatisme, une bonne gestion des deniers publics, un bon système de mesure de l'efficacité, voilà, ça produit quelque chose qui est vraiment intéressant. C'est le premier réseau de recharge de France quand même aujourd'hui. Donc moi je trouve ça personnellement très intéressant, et l'intérêt de cette présentation rejoint l'intérêt de la présentation de M. Viau sur son Open Tender, avec des questions très pratiques, comment vous les étiez posées, comment vous les avez résolues. J'ai bien aimé la présentation de Jean-Paul ce matin, qui nous a montré que depuis le début, il avait tenu un archivage incroyable de données sur l'utilisation de Sazoé pour pouvoir nous ressortir des chiffres. Bravo Jean-Paul, je t'admire, je suis très loin d'en faire autant. Je fais juste un relevé par mois, mais pas aussi détaillé que le tien. Alors, voilà, j'ai essayé de vous synthétiser un peu toutes ces raisons que moi j'ai identifiées, qui me font penser que cette université d'été est un succès parce qu'elle nous a fait progresser dans la compréhension. Je ne sais pas si vous interprétez de la même façon que moi tout ce qu'on a entendu, hein, mais voilà, en essayant de résumer, voilà ce que j'essayais de collecter. Donc si c'est un succès, cette université d'été, on le doit beaucoup à Pierre Odigier. Pierre Odigier, qui nous a fait un bon programme. Ça n'a pas été facile, Pierre. On a essayé de t'aider à quelques-uns, trouver des orateurs, etc.
Certains, tu les avais identifiés depuis longtemps, tu n'as pas réussi forcément toujours à les avoir, tu as contourné des difficultés, voire des blocages. Bon, le résultat est quand même là, Pierre, un grand bravo, parce que je pense que ces conférences couvraient un domaine finalement assez large. On ne pouvait pas parler de tous les sujets. J'aurais bien aimé qu'on parle des vélos électriques, moi, mais bon, je comprends que ça ne passionne pas autant les foules. Mais vraiment, une couverture du domaine intéressante, des orateurs variés, intéressants. Oui, tous n'ont pas été au même niveau d'intérêt pour nous, mais quand même très très peu de déchets, même pas vraiment du tout. Encore un grand merci à Jean-Paul pour son organisation logistique. C'est parfait, il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. Alors, je voulais associer à ces remerciements les dames qui ont aidé Madame Pierre, Madame Hulot, Madame Poitou, etc., qui ont aidé à notre accueil, la constitution des dossiers, etc., etc. Ça reste une aide précieuse, mesdames. Merci. Merci aux modérateurs, parce qu'on a réussi à tenir en général les horaires, on a réussi à couvrir à peu près les sujets qu'on avait prévus, mais Pierre les avait bien briefés sur le timing, etc., etc. Merci d'avance à Jean-Philippe, le caméraman, parce que, donc je le répète, on mettra à disposition, si les intervenants en sont d'accord, les enregistrements des interventions. On pourra supprimer éventuellement les choses que certains orateurs voudront supprimer parce que trop sensibles ou autres. Et on mettra également